Du coup, je te laisse te présenter ou tu veux que je te présente? Non, JC Devenay, c'est un scénariste lyonnais qu'on a connu parce qu'on a été mis en contact, je ne sais plus pourquoi, mais en tout cas autour d'un grand projet. Enfin, je ne sais plus par qui, mais je sais pourquoi en fait. C'est un grand projet qu'il a dirigé entièrement, qui est l'exposition Héroïne. Donc ça va être le principal, je pense. On va en reparler beaucoup, mais sinon, mis à part ce projet, tu es aussi scénariste et tu as fait pas mal de bandes dessinées qui sont à la fois des bandes dessinées jeunesse, ce qui est intéressant parce que ça va nous permettre aussi d'avoir cette réflexion sur le genre et la représentation du masculin-féminin dans la bande dessinée jeunesse, et également des bandes dessinées qui sont plus pour adultes. Tout public, effectivement. Voilà, comme par exemple Johnny Jungle, je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Mais en gros, Johnny Jungle, on l'a en BD Tech, donc si ça vous intéresse, vous pouvez aller le voir. Allez le lire. C'est assez intéressant, puisque, en plus du point de vue du genre, c'est intéressant, en fait, c'est une sorte de biographie fictive entre, d'un côté, Tarzan et Johnny Weissmuller, c'est-à-dire quand même la personne qui a incarné Tarzan, et comme si on était allé le chercher dans la jungle et qu'on l'avait ramené à New York pour qu'il tourne, en fait, Tarzan qui aurait tourné vraiment dans ses propres fictions. Donc c'est ça, ouais. C'est un biopic imaginaire, effectivement. Ouais. Ça part d'un constat que j'avais découvert sur la fin de la vie du vrai Johnny Weissmuller, donc l'acteur qui avait incarné Tarzan dans les années 30, qui a fini sa vie atteint de démence sénile. C'était pas de l'Alzheimer, mais c'était pas non plus la grande forme, quoi. Et sur la fin de sa vie, il a été interné dans un asile pour acteurs. C'est le genre de truc qu'on trouve à Hollywood. C'est une structure comme ça qui est très bien faite. Et effectivement, il a confondu il a confondu la réalité et la fiction sur sa fin de vie. Il pensait être vraiment Tarzan. Donc du coup, c'est imaginer en fait une biographie de cet homme à 80 ans, pas loin, en train d'essayer de raconter son existence. Et du coup, on s'amuse à croiser l'imaginaire, le mythe de Tarzan. Pas mal de représentations aussi autour de la question raciste, autour de la question des Noirs, autour de la question de l'homme blanc par rapport à ça. Avec du coup la vraie vie de Weissmuller qui est aussi assez exaltante et qui a un vrai trip à l'américaine avec un champion olympique qui se retrouve du coup à Hollywood et puis qui va connaître une ascension incroyable avant un déclin tout à fait américain. Et du coup, ce qui est intéressant aussi, c'est que vu que Johnny Weissmuller et Tarzan sont deux icônes viriles, ou de la masculinité virile, il y a aussi cette représentation du corps de Johnny Weissmuller et Tarzan qui sont des corps quand même travaillés par Jouvray qui a quand même, on voit les abdos, tout ça, c'est le Tarzan qui sauve Jane en se balançant d'une liane en liane, tout en voyant le vieil acteur racontant sa vie qui est devenu bedonnant à force d'alcool, de fêtes, de mondanité et... de la vie. De la vie, oui. Et donc, du coup, pour la présentation, je crois que on a fait le tour à peu près. Tu t'occupes aussi du Lyon BD Festival et tout, mais... Enfin, je m'en occupe pas, mais je participe effectivement à l'organisation et je suis pas mal en cheville avec les gens de Lyon BD Festival. Et c'est d'ailleurs avec eux, dans le cadre du Lyon BD Festival, qu'on crée cette exposition Héroïne. Du coup, en fait, toi, Hubert, tu parlais d'un milieu de la BD qui était peu homosensible. On évoquait... À une époque, qui était. On parlait aussi d'héroïne qui était problématique et qui était peu représentée en bande dessinée, mis à part sous des angles assez stéréotypés. Et du coup, à part certains, donc on va poser, notamment Adèle Blanc-Sec et tout. Et là, en fait, l'exposition Héroïne, c'est véritablement, par exemple, on le voit avec Conas la Barbare, qui chope donc ses proies le long de son dos, voilà, comme ça. Et ben, on en parlait. L'exposition Héroïne vise à recréer finalement une nouvelle norme en fait. Alors, je ne sais pas si on va aller jusque-là, mais déjà, le but d'Héroïne, effectivement, ça va être de pointer du doigt de manière ludique, dans un premier temps, la sous-représentation des personnages féminins en bande dessinée. L'idée, ça part d'un constat très simple, qui est qu'effectivement, dans la fiction, on nous propose essentiellement des modèles d'identification masculins. On a des figures d'hommes, on a des figures de héros très masculins. Il y a des héroïnes, il y a des très belles héroïnes comme Miss Patouche, effectivement, mais elles sont quand même assez rares malgré tout, surtout si on remonte aux origines de la BD, on se retrouve avec des choses, effectivement, il y a une disproportion assez flagrante. On a, je n'ai pas de source de statistiques précises, mais on doit être à 80% de héros masculins pour 20% de personnages féminins. Donc l'idée, c'était déjà de faire prendre conscience aux gens de cet état de fait. Et donc on a choisi de partir sur l'inversion pour ça. Et donc du coup de créer les versions féminines des grands personnages masculins. Parce que l'intérêt de l'inversion, c'est comme le négatif d'une photo, c'est que d'un coup, on voit apparaître des choses qu'on ne voyait même plus dans la réalité et dans la norme, quoi. Par exemple, sur ça,
Du coup, vas-y. Du coup, là, on a la petite Sécotine. Donc, Sécotine, c'est l'un des rares personnages forts féminins dans Spirou. Et on a travaillé avec le dessinateur, Yann Lepont. Il voulait bosser sur le petit Spirou. On avait discuté sur le fait que cette série nous avait toujours un peu, à la fois fasciné et un petit peu horrifié, avec un côté un peu porno pour enfants. C'est-à-dire que on a quand même des enfants. On ne sait pas trop quel âge ils ont. À des moments, ils ont des comportements d'ados, mais ils ont des corps d'enfants qui sont en train, du coup, de fantasmer sur la maîtresse et tout. Et là, c'est une des vraies couves. C'est la vraie couve du... Alors, c'est pas le tome 1, mais enfin, je crois que c'est le tome 9 ou le tome 12 du petit Spirou qui représente le petit Spirou à l'origine, qui va couper le string d'une jeune femme en train de nager. Donc, c'est des couves très sexualisées, alors qui est de dos. Donc, c'est les fesses. Donc, du coup, là, on a vraiment juste fait un décalque, on a retourné le nageur, on lui a mis un string banane parce que, voilà. Et du coup, on a tout gardé, le fait, la coupe, etc. Et ça prend tout de suite une autre valeur. Les gens qui la voient, d'un coup, sont presque choqués ou se disent « Oh là là, c'est quand même super engagé comme truc », mais... À la base, on a juste un phénomène d'inversion. Donc, c'est vrai qu'on pousse un peu les choses. Mais voilà, la porte d'entrée d'Héroïne, c'est ça. C'est d'essayer, avec un aspect ludique, déjà de faire prendre conscience aux gens des modèles de représentation imaginaires les plus communs. Et après, on va essayer d'aller un petit peu plus loin. Ouais. Si on regarde en plus, outre le fait qu'on s'imagine ce qui va se passer quand elle va couper le... Parce que ça va quand même choir. On est dans l'eau. On est dans l'eau, mais il y a quand même une gravité. Et il y a en plus un fantasme peut-être de la castration, puisque quand même ces ciseaux, c'est des requins. Donc c'est une mâchoire de requin qui va couper. Donc il y a quelque chose d'assez... Mais du coup, il y a tous les... Comme si, en fait... Il y a beaucoup des héros présentés là, donc là c'est pas le cas du petit Spirou, mais on a Jane DeFool qui était là, on a Long Jane Silver, on a Coco Maltese, et c'est beaucoup de héros d'aventure en fait, comme s'il y avait une impossibilité, ou Micheline Vaillant, mort au tournant, c'est comme si c'était une impossibilité pour les héros d'aventure d'être finalement des femmes. On parlait de Yoko Tsuno ce matin, mais est-ce qu'il y a une représentation particulière ou impossible de l'héroïne d'aventure, ou est-ce qu'elle est obligée de tomber dans la sexualisation à la Lara Croft? Non, heureusement que non. Enfin, il y a des exemples. Enfin, vous prenez la série Ida de Chloé Cruchaudet, par exemple, qui raconte l'histoire d'une aventure au 19e siècle et qui va se balader. Donc, il y a même Groenland Manhattan de la même auteur. Donc non, il y a tout à fait la possibilité de mettre ça en scène. Je pense qu'après, on est aussi dans une histoire de la bande dessinée qui a été essentiellement faite par des hommes pour des petits garçons et pour des grands garçons pendant une bonne partie de son histoire, quoi. Donc ça amène ce genre de conséquences, du coup. Mais du coup, ce projet, tu l'as pas confié uniquement qu'à des femmes dans la représentation? Non, alors l'idée, c'était évidemment de ne pas partir non plus à fond dans l'autre sens et de faire uniquement des dessinatrices qui vont représenter des personnages féminins. Donc ça sera par contre un projet à parité. L'idée, c'est qu'il y ait au final autant d'illustratrices que d'illustrateurs qui travaillent dessus. Dit comme ça fait très bien. J'aime bien cette idée. Après, c'est super galère en fait à agencer suivant les emplois du temps, les agencements de chacun et tout. Mais bon, on va finir par y arriver, je pense. Mais non, l'idée, oui, c'est d'appeler autant d'auteurs que d'auteurs pour travailler là-dessus. Ouais. Du coup, est-ce qu'il y a une différence dans le traitement des auteurs masculins ou des auteurs féminins? Est-ce que les auteurs féminins ont eu tendance à plus jouer sur l'inversion ou dans le choix de certains sujets? Par exemple, là, ça, ouais. C'est Jérôme Jouvray, je crois, qui a... Oui, ça, on a travaillé ensemble avec Jérôme, du coup. Donc oui, les femmes, c'est sûr, ont une approche beaucoup plus douce, beaucoup plus sensible par rapport à tout ça. Voilà, Virginie Augustin qui a fait Connasse la barbare, voilà, ça a été le plus au débeauté. J'étais presque moi-même un petit peu à essayer de dire, écoute, peut-être que machin, on pourrait... Et en fait, voilà, on y allait. Ce qui est étonnant, ce qui est intéressant, c'est quand j'ai reçu cette image, je l'ai ouvert en tout petit sur mon mail, machin, je me suis dit, mais pourquoi elle a fait un mec? C'est-à-dire, dans le petit cadre, je me suis dit, bon, merde, on a un truc qu'on n'a pas compris. Et puis, en grossissant, en la voyant en grand format, j'ai commencé à mieux voir. J'avoue que j'ai essayé de lui faire rajouter un bikini, parce que je me disais, on est dans quelque chose qui est effectivement du corps du sculpturiste, de culturiste, donc qui sont souvent comme ça, avec des bouts de poitrine qui n'existent plus. Mais je me suis dit, ça pourrait être intéressant pour l'identifier un peu plus comme femme, ce à quoi j'ai reçu une fin de non-recevoir totale. Et donc on en est là. Alors c'est vrai qu'elle a des talents hauts, des choses comme ça. Mais non, il n'y a pas de différence d'approche. Ce qui est intéressant par contre, c'est que donc, ces images vont être accompagnées d'entretiens, c'est-à-dire qu'avec chaque auteur, je fais un entretien rapide, je lui pose 3-4 questions, lui demandant du coup pourquoi tu as fait ça, etc. Et donc une question à chaque fois qui commence déjà à sortir l'expo du cadre pur et simple de la représentation pour parler un peu de la vie réelle. Je leur demande du coup être un homme ou être une femme dans un milieu
si peu féminin de la BD, c'est comment? Et là, évidemment, les réponses des femmes sont tout de suite beaucoup plus marquées, intéressantes, tranchantes. Là où la réponse des mecs à 95% pour l'instant est oui, il y a de plus en plus de femmes, ça va changer, ça s'améliore, c'est mieux, quoi. Donc voilà, il y a cet aspect-là aussi qui. Et les femmes, du coup, les femmes dessinatrices, elles disent quoi? Ça va de. Oui, mais tu arrives, tu es déjà une cible potentielle. Hein. En gros, voilà, tu arrives dans un cheptel de mecs et voilà, ça donne ça. J'étais en festival avec Catel, l'auteur de Kiki de Montparnasse, d'Olympe de Gouges, qui me racontait qu'effectivement, elle aussi, quand elle arrivait dans la BD dans les années 90, voilà, elle était un petit peu toute perdue au milieu de tous ces mecs et que la journée, personne ne lui parlait. C'est-à-dire, voilà, elle était dans son coin à faire ses signatures. Et puis le soir, par contre, on venait taper à la porte, etc., de l'hôtel pour boire un dernier verre, etc. Donc bon, c'est une réalité qui n'est pas propre à la BD. Hein, je ne vais pas faire le condamnateur du machisme en BD, mais qui est présente. Elles disent effectivement, oui, qu'il y a à faire sa place plus difficilement. Elles disent également que, oui, le côté girly a amené du bon, a permis des blogs, etc., mais que c'est aussi quelque chose qui peut se refermer à l'inverse assez violemment, puisque du coup, on va te cantonner à parler de tes loups boutins et puis voilà, de ta dernière coiffure, quoi. Donc, c'est des combats et des revendications amenées en permanence, quoi. Ouais, avec Pénélope Bageux, justement, où il y a justement ce problème où elle est presque cantonnée dans les albums qui marchent, en tout cas, ouais, à une certaine représentation d'elle. Et je dis pas que j'aime pas, hein, je trouve ça drôle et tout, mais il y a aussi un problème d'enfermement parfois. Je pense que ça peut être un des risques et il faut justement parler du travail d'auteur uniquement par un travail, enfin autour d'un album. J'espère que vous avez, je souhaite que vous avez lu Mauvais Genre, toujours de Cruchaudet, je fais ma promo Cruchaudet. Mais voilà, on a quelque chose de fascinant et c'est avant tout un album fabuleux avant d'être l'album d'une femme qui est auteur, quoi. Ouais, parce que, après, Mauvais Genre, pour le coup, c'est un album qui est pas dérangeant, au contraire, mais qui est vraiment qui s'est inscrit bizarrement. Aujourd'hui, il y a, comme cette année 2012-2013, il y a vraiment une sorte de poussée un peu de cette exposition, et du coup, il y a un aspect politique aussi de ton exposition où tu as eu affaire au pouvoir public. Du coup, comment tu as géré ça? Est-ce que c'est eux qui ont fait appel à toi ou est-ce que c'est toi qui as fait appel à eux pour avoir de la thune? Non, il y a un projet que j'ai porté d'abord en mon nom, voilà, avec l'envie de travailler avec des dessinateurs, des dessinatrices. Bon, je connais bien les gens du Lyon BD Festival, donc rapidement, je suis allé leur présenter ça. Je dois avouer qu'ils étaient plutôt tièdes. Ayant connu l'année dernière l'intervention de la barre pendant la remise des prix, voilà, différents mouvements comme ça qui les ont un peu refroidis par rapport à ça. Donc on a essayé de discuter, de les convaincre. Ce qui les a convaincus, évidemment, c'est qu'effectivement, quand j'ai commencé à ramener des financements extérieurs qui ont permis de monter le projet, donc là, oui, c'est rentré en écho avec le ministère des Droits des Femmes, qui a organisé du coup un grand concours là en début d'année qui s'appelait le concours Égalité, Ils nous ont demandé donc de présenter cette exposition, quelques premières créations durant la remise des prix de ce concours. Donc on a pu comme ça financer un petit bout. Et puis après, effectivement, on allait voir la région, on allait voir la ville de Lyon. Le projet est assez parlant, on a des visuels, donc ça permet aussi de convaincre rapidement. Et alors, étonnamment, celui-là, je ne le mets pas toujours dans les dossiers de subvention. Je ne sais pas si c'est de la lâcheté ou une forme de lucidité, mais du coup, oui, il n'y est pas toujours. Mais voilà, et donc dans l'idée, oui, le projet est financé par des subventions. Ouais. Mais du coup, toi, personnellement, comment t'en es venu à décider ça? Parce que tu as eu quand même plusieurs œuvres dans lesquelles, par exemple, sur Pin-Up, tu as proposé, par exemple, un travail avec une illustratrice, une dessinatrice qui dessinait justement des pin-up, et toi tu as ajouté quelques textes sous forme de nouvelles pour du coup la pin-up, ça interroge quand même une certaine sexualisation de la femme. Est-ce que tu le vois comme une sorte de réflexion, de fin de réflexion qui aboutirait justement à cette exposition, ou ça s'est fait comme une sorte de révélation ou plus? J'ai été illuminé un matin. Non, alors par rapport au projet dont tu parles, c'est un projet qui est pas sorti d'ailleurs, qu'on est en train de boucler à toute vitesse en se demandant quand est-ce qu'on va y arriver, mais qui est fait avec une illustratrice française qui vit au Québec, qui s'appelle Mali Siri, et qui donc à la base devait être un projet de BD. Donc on avait travaillé des histoires vraiment en format BD. Et puis il se trouve que plus ça avançait, plus elle se rendait compte que la BD n'était pas son mode d'expression le plus facile. Et du coup, on est parti sur l'illustration. Et en fait, ça s'est transformé en un artbook de ces illustrations autour des thèmes des pin-up, dans lequel elle m'a demandé d'écrire quelques textes.
Donc j'avoue que c'est quelque chose sur lequel je prends du plaisir à faire ça. C'est assez agréable de d'écrire vraiment, de pouvoir travailler de la nouvelle et d'être payé pour ça, c'est une première. Mais en même temps, c'est un album, voilà, on réfléchit au thème des nouvelles, mais il y aura 12 pages de nouvelles sur 120 pages de hardbook. Donc c'est vrai que je vois un peu des illustrations passer. Je ne sais pas ce que ça va donner exactement au final. J'essaie de faire en sorte que les nouvelles soient justement un peu dans les idées que j'essaie de mettre en avant. Mais il n'y a pas tellement de lien finalement entre les... Enfin, il n'y a pas de lien. L'idée de l'expo, elle vient vraiment de... déjà de cette intervention de la Barbe l'année dernière, puisque j'étais également à la remise des prix, et effectivement, il y a une bonne partie qui s'est braquée. Je pense que cette intervention était intéressante. Enfin, peut-être tu peux la rappeler du coup pour... C'était pendant la remise des prix du Lyon BD Festival. D'un coup, c'est le collectif de la Barbe, donc des femmes qui arrivent vêtues qui portent des barbes et qui sont là pour pointer du doigt justement les disparités hommes-femmes dans les milieux culturelles, artistiques. Elles ont déjà fait des interventions à la télé, elles ont fait comme ça. Il y a un côté très happening, l'idée c'est d'envahir le plateau, de prendre la parole et de balancer des chiffres. Ce que j'ai regretté à Lyon BD, c'est qu'elles ont fait ça au moment de la remise des prix et que pour la première fois cette année-là, l'apéro avait eu lieu avant la remise des prix. Et donc du coup elles se sont retrouvées face à une salle mais qui était à moitié ivre et ça a donné une espèce de chaos et de brouhaha assez violent et très peu de choses sont sorties de là. Donc j'ai l'impression que ça n'a pas été très concret, enfin très en tout cas... ça n'a pas touché son but dans l'idée d'alerter les gens qui étaient là. Bon, on a discuté à la sortie de cet happening, etc. Et oui, je pense qu'il y a eu ça à la base, qui m'a fait dire, mais oui, effectivement, comment essayer de faire des choses qui permettent de parler de ça. Et puis il y a autre chose aussi, c'est que je suis professeur de scénario à côté, je donne des cours de scénario dans une école d'animation, pour des gens qui vont faire de la 3D, du jeu vidéo. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure des années, je vois sortir des choses dans les histoires qui sont toujours très étonnantes, sur des élèves qui sont donc en post-bac, qui ont 20 ans. Et je suis parfois effaré par les représentations des femmes ou les représentations racistes, dont certains élèves n'ont même pas parfois plus que ça une claire compréhension, quoi. Et donc du coup, il y a aussi cette volonté d'essayer de... Alors c'est des choses que je fais dans mes cours, je recadre beaucoup, j'essaie d'éclairer ça en leur disant, mais vous vous rendez compte là que ta blague, elle est super raciste, en fait. Mais non, c'est pas une blague raciste. Oui. Donc, on essaye un petit peu de... Il y a ça aussi à la base, cette envie de fournir un matériel, quelque chose qui puisse essayer de faire prendre conscience un peu de certaines choses. Et du coup, parce que là, j'y pensais comme ça, je voyais ça défiler, mais des entretiens, d'un côté, tu as toi, Hubert, qui utilise des entretiens comme base de ton scénario, toi qui utilises aussi des entretiens à côté de ton expo, justement, pour expliquer à la fois ta démarche, la retranscrire peut-être dans un contexte. Il y a un besoin d'avoir cette parole à côté, il y a un besoin de... L'idée, c'est que je veux pas qu'on fasse juste des personnages féminins rigolos et que les gens sortent de là en se disant « Ah là là, c'était marrant de voir la version de la petite Sécotine ». J'ai envie qu'à côté de ça, il y ait aussi du complément et des choses qui aillent plus loin. Donc c'est pour ça qu'il y a les entretiens, parce que ça permet de donner la parole. Ça amène déjà le projet hors de la fiction dans la réalité. Et puis c'est aussi, et je vous en remercie, il y a des gens des laboratoires du coup de l'ENS, Sciences dessinées et Génère qui travaillent sur du contenu théorique autour de ces images qui accompagneront l'exposition. Et donc l'idée là aussi, c'est d'avoir effectivement quelque chose qui permette de faire réfléchir sur les questions de genre, de représentation. Et on a des très très chouettes textes sur la loi de 1949, publication pour la jeunesse, mais orientés du coup sur comment ça a effacé une bonne partie des personnages féminins de la BD à l'époque, etc. Donc oui, l'idée c'est de partir de quelque chose de drôle, qui fasse sourire, et puis derrière d'amener déjà une piste de réflexion un peu plus poussée. Du coup, toi, derrière cette expo, il y a une vraie prise de... Pas seulement une prise de position, parce qu'il y a une prise de position par l'expo, mais il y a une vraie volonté de faire prendre conscience de... Je suppose que c'est la même chose pour toi, Hubert. Hein, je dis pas que c'est le contraire. Mais... essentiellement l'argent aussi qui m'a motivé. Vu le nombre de subventions que j'ai ramassées, je pense que je vais bien vivre quelques jours avec tout ça. Mais oui, évidemment, il y a ça aussi. Ouais. Parce que quand même, sur les personnages, là on voit l'inversion, mais par exemple sur les personnages, moi j'aime beaucoup la Schtroumpfette parce que c'est quand même très très bizarre. Qu'il y a 40 types bleus, nains. 99, ouais. 99 Oui, ils sont 100. Du coup, 99 et une qui est en plus blonde, parce que et qu'en plus à la base, les moches. C'est bizarre. Mais il y a une expo à faire sur les Schtroumpfs par rapport aux gens, à la représentation, c'est assez étonnant. Mais. C'est vrai qu'au départ, j'étais parti sur l'idée de faire uniquement des inversions. Et puis rapidement, je me suis dit, c'est limiter aussi le propos. Travaillons sur toute forme de représentation qui questionne ça. Donc celle-là, on l'a travaillé avec Jérôme. Il avait envie de bosser sur les Schtroumpfs, on a réfléchi. Je me suis rappelé d'un fait divers, d'une news qui était tombée sur un dentiste américain qui avait obtenu gain de cause en justice
après avoir licencié son assistante dentaire parce qu'elle était trop sexy. Et que du coup, ça l'empêchait de travailler. Donc déjà, il l'a licencié et en plus, il obtient gain de cause pour ce licenciement devant les tribunaux. Et du coup, on a mixé ça avec les Schtroumpfs et on s'est dit, bon ben voilà, on va imaginer les Schtroumpfs qui en peuvent plus de la seule femme et qui la dégagent. Mais oui, effectivement, les Schtroumpfs sont un lieu de représentation où on a 99 gars qui sont représentés parce qu'ils sont farceurs, costauds, intelligents, à lunettes. Et puis on a une Schtroumpfette dont le principal élément, c'est d'être une femme. C'est tout. Donc ça suffit comme catégorisation et on met ça comme ça. Est-ce que vous auriez pu faire aussi 99 Schtroumpfettes, une farceuse, une coquette, une musclée? Je désespère pas d'arriver à le faire un illustrateur ou une illustratrice, mais on verra bien. Et le grand Schtroumpf qui est à la fois père et reproducteur, parce que du coup... le grand Schtroumpf, c'est quand même le père de la Schtroumpfette. Je crois qu'ils arrivent par les cigognes dans le village des Schtroumpfs, les bébés, il me semble. Là, mais donc, ils ont doucement passé ça sous silence. Hein. La sexualité Peyo, ce serait quelque chose à faire. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est de voir aussi la création de la Schtroumpfette, qu'on voit quasiment à Ève, au péché, etc. Parce que c'est quand même un instrument maléfique qui a été introduit dans le village. Pour foutre la zizagne. Voilà. Oui, le grand Schtroumpf fait aussi chirurgie esthétique, effectivement, puisque la Schtroumpfette est brune quand Gargamel l'a crée, je crois. Oui. Et elle est moche et personne ne l'aime du coup, et du coup, hop, il la blondifie, ouais. Oui. Juste sur les Schtroumpfs, il y a eu un livre entier qui s'appelle Le Petit Livre Bleu par un prof de Sciences Po, qui essaye de savoir quelle est la sexualité des Schtroumpfs. Ah, je ne connaissais pas. Pourquoi ils sont bleus, quels sont leurs rôles, est-ce que c'est une dictature nazie, socialiste Oui, c'est ça, j'avais lu effectivement des thèses sur l'aspect communiste des Schtroumpfs, on a un mec barbu, rouge et tout. Les problèmes de l'adaptation des Schtroumpfs en dessin animé aux États-Unis par rapport au collectif féministe qui refusait que la Schtroumpfette soit aussi caricaturale, et Peyo n'arrivait pas à comprendre quel était le problème et il n'arrivait pas à parler anglais, du coup le traducteur était obligé de transformer ce que disait Peyo, qui disait non mais c'est une femme, c'est normal, elle est blonde, elle fait rien quoi. Avec un collectif de féministes en face. D'accord, oui, ça doit être assez étonnant comme entretien, comme échange. Le petit livre bleu. Ouais. Tu dis, ok, je note. Petit livre bleu. Et du coup, je vais un peu changer, mais toi qui fais de la littérature jeunesse, est-ce que tu as aussi cette... Parce que je voudrais quand même en venir là, je vois l'heure qui défile, et il faudrait qu'on en arrive quand même à un moment à faire une table ronde qui soit un tantinet sympa et un peu long et fertile. Non mais c'est sympa, mais du coup avoir un peu de dialogue. Du coup, toi en tant que créateur de BD jeunesse, est-ce que parfois tu dois faire face à ce problème avec tes dessinateurs, ou alors tu penses à essayer de niveler cette représentation, par exemple de la petite fille en rose et du petit garçon en bleu et du machin qu'on peut avoir dans certains livres pour enfants. Voilà. Alors, c'est peut-être parce que je connais des auteurs jeunesse qui travaillent sur des personnages féminins. J'ai l'impression qu'en jeunesse, en tout cas, c'est moins clivé déjà. On a de plus en plus de héros pour petites filles, entre guillemets, en tout cas de héros jeunes filles. Il y a des choses comme Lou, il y a des choses comme Cerise qui mettent en avant des filles héroïnes et qui fonctionnent très bien. Oui, c'est des choses que je me pose comme question. Pendant longtemps, j'ai lu des strips énormément, du Calvin et Hobbes et compagnie, et je me suis toujours dit, mais qu'est-ce que pourrait être le strip d'une petite fille, l'imaginaire finalement d'une petite fille, alors qu'on a l'imaginaire des petits garçons qui est décortiqué de manière très large. Mafalda, c'est une petite fille, mais c'est surtout plus une enfant qui va dire des vérités, plus que vraiment explorer finalement l'imaginaire de Mafalda. Elle, c'est pas vraiment une fille, la vraie, entre guillemets, fille de Mafalda, c'est la... Ah oui, exact. Comment oui, Susanita, voilà. Ouais. Effectivement, c'est vrai qu'il y a ce débat-là quand même dedans. Mais oui, j'essaye d'y faire attention en tout cas. Bêtement, il y a plus de catégories et de stéréotypes masculins que de stéréotypes féminins. C'est ce qu'on disait par rapport au Schtroumpf à la Schtroumpfette. Donc oui, si vous voulez être dans des clichés qui vous permettent rapidement de présenter un personnage, le héros masculin peut être fort, bête, gaffeur, gros, loser. C'est des catégories qui sont un peu moins proposées finalement habituellement. Mais après, tout dépend de ce qu'on veut faire. Et je pense qu'on peut créer des personnages féminins aussi largement et aisément que des personnages masculins. C'est vrai qu'on le voit même dans Spirou, c'est pas pour revenir encore une fois sur le petit Spirou et tout, parce qu'on va voir que c'est ma marotte à la fin, mais il y a Lou qui paraît dans Spirou, mais il y a aussi les nombrils. Bon, les nombrils, donc, certes, c'est moins... Il y a à la fois une lutte de clichés dans les nombrils, parce que l'héroïne principale, c'est une espèce de grande fille dégingandée qui a des gros problèmes avec, entre guillemets, sa féminité ou sa représentation féminine, puisque ses deux copines sont deux petites
de petites gamines qui sont plutôt genre les playboys du lycée, quoi, les playgirls du lycée. Et t'as d'un côté ces nombrils, et de l'autre, il va y avoir Tamara par exemple, mais qui va, encore une fois, Tamara elle est confrontée, de même que Nombril, à des problématiques de jeunes filles qui sont l'amour, qui sont de jeunes filles encore entre guillemets. On reste encore dans des clichés, des poncifs de l'héroïne qui est pas du tout celle de, par exemple, Buck Daniel, quoi. On sent bien que Buck Daniel, ça rigole pas, quoi. Et c'est aussi une butch, quoi. Mais après, c'est qui parce que je sais pas qui écrit les nombrils Nombril, c'est un couple québécois, c'est un homme et une femme, effectivement. Ouais, parce que je pense que peut-être un garçon, ça joue sur le fait de ça. Bien sûr, mais après, là, j'essaie de. Je réfléchis à vous, mais effectivement, j'avais pas réfléchi à ça. Il y a aussi ça, la majorité des. C'était aussi par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, sur le fait que tes élèves souvent partaient dans se laissaient entraîner sur cette espèce de pente glissante du stéréotype et ils voyaient même plus à la fin que... Et justement, c'est intéressant d'aller les éclairer à ce moment-là, en tout cas d'essayer de leur donner un peu de recul par rapport à ça, quoi. Oui. C'était juste pour rebondir là-dessus. Je connais pas du tout les chiffres, mais j'ai l'impression, peut-être dans la littérature jeunesse, il n'y a pas une disparité des auteurs hommes et femmes, parce que par exemple Flou, que j'aime beaucoup, mais c'est quand même écrit par un homme. Cerise, il me semble que c'est scénarisé par un homme. C'est scénarisé par un homme, Joris Chambla. Et ça, c'est pas de la littérature jeunesse évidemment, mais récemment ça m'a marqué. Il y a une BD qui est sortie sur des histoires de sextoy, et quelqu'un m'a dit l'auteur a un nom de femme, mais en fait c'est un homme, parce que sinon ça allait pas se vendre. Donc il se fait passer pour une femme pour le vendre. D'accord. Est-ce qu'il s'agit de Ojoy Sextoy? Je sais pas du tout. C'est une femme. C'est non, c'était. Oui, qui est sorti. Entre parenthèses, Sex and the City était écrit par des hommes. Ouais, Sex and the City, je pense que c'était pas adapté d'un. C'était pas adapté d'un roman. C'était adapté d'un roman d'une journaliste, sociologique, d'une journaliste, mais après les scénaristes. Qui a repris, D'accord. Enfin, je sais pas, mais peut-être que aussi. On a dit tout à l'heure que l'imaginaire des petits garçons était très développé et tout ça, mais si c'est plus des auteurs hommes qui écrivent sur des petites filles, évidemment on va être plus dans les clichés. Oui, non, c'est sûr. Tout à fait. Alors il faudrait que je trouve une série jeunesse mettant une héroïne en scène faite par une femme. Oui, de Lisa Mandel, exact. Ouais. Oui, il y en a. Mais c'est vrai que la disparité, après, elle est là. Enfin, il y a effectivement beaucoup plus d'auteurs hommes en bande dessinée. En illustration jeunesse, ça devient encore autre chose. Je n'ai pas les chiffres, mais ça s'inverse facilement. On a beaucoup d'illustratrices, mais c'est encore un autre domaine. Enfin, en illustration jeunesse, il y a très peu de contact entre les personnes qui écrivent les histoires et ceux qui vont les illustrer. C'est souvent des phénomènes de mise en relation par des éditeurs. Donc c'est encore complètement un autre univers. Et au-delà même du sexe des créateurs, il y a un phénomène qui, à mon avis, est beaucoup plus massif, qui est ce que les éditeurs pensent contenir à ceux qu'ils imaginent être le public. En fait. Et ça, par contre, c'est une forme de filtre extrêmement déterminant. Absolument. Moi, par exemple, je fais un peu plus du dessin animé, justement. Et ce que les diffuseurs veulent vendre aux garçons et aux filles, c'est affreux. Récemment, il y a un créateur de dessin animé qui a publié une BD sur Internet qui décrivait les projections tests qu'on fait aux petits garçons, qu'on fait aux enfants. Ils regardent le dessin animé et ils ont un bouton où ils disent s'ils aiment bien ou s'ils aiment moins. Et ils regardent l'évolution. Et alors, pendant le dessin animé, les filles, elles aiment mieux quand c'est des histoires d'amour et elles baissent quand c'est de l'action, et l'inverse pour les petits garçons. Et les groupes qu'ils écoutent pour faire parler ce qu'ils ont pensé du dessin animé, t'as les groupes d'âge pour les garçons et un seul groupe de filles. Et après, il y a des dessins animés qui sont annulés parce que c'était des filles qui regardaient alors qu'ils voulaient une cible de garçons, et ils ne voulaient pas que des filles regardent parce que les filles n'achètent pas les jouets. Donc, ils ont annulé ces dessins animés-là pour des raisons de marketing. Et enfin, je sais pas, je trouve ça affolant. Et comme l'animation, c'est très cousin en fait de la vidéo, je me dis c'est peut-être
effectivement, s'il y a peut-être ce même genre de considération des éditeurs. C'est vrai que quand j'entends parler de l'animation et le peu d'expérience que j'ai eu avec, c'est là que je trouve que les éditeurs sont plutôt gentils en fait, en général. Mais effectivement, oui, on retrouve malheureusement ces comportements-là. Ouais. Parce que c'est vrai qu'il y a quand même un impératif financier derrière, un impératif bêtement matériel de survie alimentaire. Dans votre... C'est un métier, c'est simple. Oui, et puis surtout, il y a une sorte de présélection qui s'effectue puisque les auteurs envoient des dossiers. Ces dossiers après sont retenus ou pas par les éditeurs. Donc suivant après le circuit de diffusion dans lequel on va se retrouver, on va être plus ou moins visible, voire invisible jusqu'à l'auto-édition. Donc forcément, les choix éditoriaux vont avoir un grand impact sur la visibilité des livres et ce qui va se retrouver en librairie au final. Après des succès comme Mauvais Genre ou Gisèle et Béatrice de Féroumont, justement, c'est le truc sur... c'est une femme qui travaille, qui est moins bien payée parce que son prof veut... son prof, ma langue a fourché, son patron refuse de la faire avancer. Du coup, elle lui jette un sort vaudou après l'avoir invité, je crois que c'est ça, et il se transforme en femme. Et du coup, elle l'enferme chez lui en le traitant comme un esclave sexuel. Elle devient Béatrice, elle devient Gisèle, plutôt. Voilà, bref. Et ce genre de succès de librairie, parce que c'est un succès de librairie, ça, plus Mauvais Genre, plus les gens normaux, je ne sais pas si ça a bien marché. On a eu un succès plus critique que de librairie, mais c'est courant de toute façon sur les livres d'entretien en général. Mais après, c'est à quelle collection Écriture de Gallimard, du coup, ça s'adresse déjà à un public qui est différent, mais peut-être avec ce genre de succès, on peut espérer que ça s'ouvre. Même ton exposition, ça va quand même s'adresser à un grand public. J'espère, en tout cas, celui du... Oui, on pourra l'avoir, promotion. On pourra l'avoir, du coup, durant le festival de Lyon BD, le 14-15 juin. Et derrière, on est en train de négocier ça. Enfin, c'est validé. C'est toujours pareil. C'est pas oui officiel, donc j'en reparlerai quand ça sera oui officiel. Mais normalement, si tout va bien, on sera à la mairie du 4e arrondissement de Lyon la quinzaine de jours qui suit jusqu'à début juillet. Donc voilà, on pourra venir... à ce moment-là, regarder tout ça. Et puis oui, elle est aussi en ligne. On est en train de finir un Tumblr pour la balancer un peu plus largement, facilement à tout le monde. Et proposer aussi un aspect participatif pour ceux qui voudront du coup proposer des créations. Donc on va créer via le Tumblr une adresse mail pour modérer un peu, parce qu'on ne sait jamais ce qui va arriver. Et on regardera ce que ça donne. Ouais. Les commentaires de Kiwitas, on oubliera donc. Oui, par exemple. Et, mais dernière question peut-être avant de passer à l'entretien, à la table ronde, je veux dire... du point de vue des refus, des critiques, est-ce que tu en as eu d'auteurs qui refusaient ou qui te disaient je vois pas le problème, ou au contraire d'éditeurs ou de gens qui t'ont dit c'est complètement hors par rapport à l'exposition par rapport à l'exposition ou par rapport à ce que tu pouvais proposer toi dans tes scénarios qui pouvaient justement... Alors je ne crois pas avoir eu de refus parce que je proposais des choses qui ne rentraient pas dans le cadre, en tout cas genré habituel, ça c'est sûr. Par rapport à l'expo, oui. Alors je suis allé chercher des auteurs vis-à-vis desquels je pensais que ça serait bon, qui sera en accord avec le thème, et effectivement là-dessus je me suis pas trop trompé. Ça permet de gagner du temps. Après ça peut être pédagogique en même temps, d'aller chercher un auteur qui est habitué à faire des femmes avec effectivement des poitrines énormes, etc. Qu'est-ce que j'ai eu comme retour? Après oui, c'est vrai que sorti du contexte, certaines illustrations ont été assez vivement critiquées. Je pense notamment à Micheline Vaillant, que j'ai pu montrer comme ça. Alors, en général, je montre quand même les illustrations dans l'ensemble, mais je pense qu'effectivement, si on la voit seule, ça peut rapidement devenir une blague sexiste facile. Alors que le but, c'est pas du tout de faire une blague sexiste, évidemment, c'est de se moquer de la blague sexiste, c'est de se moquer du stéréotype sexiste. Mais voilà, j'ai pu avoir effectivement à batailler, à expliquer aux gens que c'était dans un contexte plus large, que ça serait très clairement identifié, qu'effectivement le but, c'était pas de se foutre de la gueule des versions féminines des héros, mais au contraire, de faire jaillir le fait qu'il n'y a que des mecs et que quand on met des femmes, d'un coup, ça fait bizarre, quoi. Et pour les dernières questions, qui est peut-être un peu moins axé genre, mais du point de vue des éditeurs et des droits d'auteur, est-ce que tu as eu des interdictions Alors, ce travail est fait sans aucun éditeur. Je voulais monter le projet à côté. J'avais pas trop envie de mettre un éditeur dans la boucle tout de suite. Déjà parce que j'étais pas sûr de pouvoir garder la position au centre du truc, et puis parce qu'également je savais pas trop vers qui aller quand j'ai des contacts, mais je me suis dit on va monter le projet, on ira les voir peut-être derrière si on veut faire un catalogue ou quelque chose comme ça, on verra. Donc j'ai pas eu de problème d'éditeur. Pour les droits d'auteur. Et pour les droits d'auteur, alors oui, ça aussi c'est quelque chose qu'on a regardé en amont évidemment. Il y a un droit à la parodie en France qui vous permet, tant que vous ne cherchez pas à faire une contrefaçon, c'est-à-dire que le style ne donne pas l'impression que ça a été fait par l'auteur original et que ça ne cherche pas à nuire délibérément à l'œuvre originale, vous pouvez faire à peu près ce que vous voulez
avec des personnages établis. Donc j'espère que mon avocat m'a dit la vérité, et on le verra très prochainement du coup par rapport à ça. Ouais. Peut-être Hubert et moi.